de Territoire Écovard dans les locaux de l'entreprise Elirev à Signes, qui récolte de vieilles gaines électriques pour en fabriquer de nouvelles. Le thème du Café L'Éco ce mois-ci est l'économie circulaire, avec 3 grands acteurs du territoire réunis autour de cette table. Nous recevrons ensuite l'entreprise du mois, le groupe de sport lillois Synergifit, représenté par ses cofondateurs Romain Pezzoni et Christophe Géraldès. Et ensuite, le poste, animé par Sabine Montagu, responsable du centre de Toulon de la direction régionale de l'APEC, pour nous parler de l'emploi des cadres à l'horizon 2030. Et tout de suite, le Café de l'Éco. Et pour ce Café de l'Éco consacré à l'économie circulaire, 3 invités à nos côtés. Marc Tassy, Bonjour, de l'entreprise Elirev qui nous accueille aujourd'hui. bienvenue. À ses côtés, Jamel Atamnia, président d'Écochenille, une autre entreprise située sur la zone de Signes qui recycle les chenilles de petits engins de chantier. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et enfin, Cédric Bataille, qui est en charge du tri sur la plateforme Valogips portée par le groupe Veolia qui vient de sortir de terre à la Seine. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour à tous les trois. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Marc Tassy. Ça y est, donc ce projet, vous l'avez lancé il y a un peu moins de 3 ans. C'est ça. Et vous commencez à récolter de vieilles gaines électriques auprès de chantiers, d'entreprises. Alors pas uniquement des gaines électriques, hein, tout ce qui est gaines en tube polyéthylène en fait, surtout, et gaines électriques également, donc PEPP. Des produits, comme vous le disiez, que nous avons commencé à récolter, ça fait maintenant 2 ans et demi. Hein, vous nous aviez visité à l'époque, il y a, au tout début, au tout démarrage. Donc maintenant, nous avons pris un nouveau site sur lequel nous vous accueillons aujourd'hui, beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'espace et dans lequel nous avons pu rajouter plusieurs lignes de production pour augmenter nos capacités qui sont bien sûr supérieures à il y a 3 ans. Capacités sont Donc aujourd'hui, nous avons une capacité d'environ 2500 tonnes que nous allons faire cette année avec comme objectif 3500 tonnes l'année prochaine de produits transformés, donc récupérés, sauvés, on va dire, de l'enfouissement et auquel on va pouvoir redonner une nouvelle vie puisqu'on va refabriquer de la matière première recyclée à partir de ces produits récupérés sur les chantiers et on va pouvoir alimenter à la fois les usines du groupe Elidan et notre maison mère et qui va, elle, pouvoir refaire des tubes à partir de ces matières recyclées que nous leur fournissons. Jamel Atamnia pour Écochenille. De votre Bonjour. côté, est-ce que votre activité décolle? Alors, Écochenille. Écochenille est la première et la seule usine en France qui va valoriser les chenilles de Minipel. Ça n'existe pas. Donc, l'idée m'est venue parce que j'ai exploité un centre de tri pendant 20 ans et je me suis heurté à ce problème, qui était un problème récurrent. Donc, quand j'ai vendu ma société, je me suis attelé à régler ce problème au niveau national. Je suis très surpris de voir que ça va au-delà, parce que maintenant, on a des contacts au niveau de l'Europe aussi qui sont intéressés aussi à pouvoir avoir ce process pour valoriser les chenilles. Donc, on est sur le plateau de Signes, on est sur 12 000 m². On a une usine qui va être montée sur 2200 m². Voilà. Elle sera en exploitation, on fait les premiers essais dans le premier trimestre 2026 et en exploitation industrielle dans le mois de juin 2026. Voilà. On aura une capacité sur un poste à traiter 10 000 tonnes et on va essayer de travailler sur 2 postes. Voilà, dans un premier temps. Cédric Bataille pour Veolia. De votre côté, parlez-nous de votre activité. Comment vous avez démarré? Alors effectivement, nous venons d'inaugurer la première installation de recyclage dédiée aux déchets de plâtre sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc pour bien comprendre pourquoi est-ce que nous avons développé cette solution, il faut avoir en tête quelques éléments sur le plâtre. Premièrement, c'est un gisement qui est très abondant puisqu'il est massivement utilisé dans le secteur du bâtiment parce qu'il a des propriétés qui sont très intéressantes. Deuxièmement, c'est un matériau qui est recyclable à l'infini, donc sans perte de qualité. Et troisièmement, c'est un matériau qui est aujourd'hui insuffisamment recyclé face à des enjeux environnementaux qui sont très importants et face à une attente forte des citoyens. Donc c'est dans ce contexte qu'on a inauguré à la Seine-sur-Mer, sur un centre de tri multi-activités, une installation de recyclage des déchets de plâtre. Donc cette installation
a vocation à valoriser localement près de 23 500 tonnes de plâtre par an. Donc c'est à peu près l'équivalent des matériaux nécessaires à la construction de 4 700 maisons. Donc cette installation va permettre de produire une ressource minérale, le gypse, de haute qualité, pour servir à fabriquer des nouvelles plaques de plâtre chez différents spécialistes de la production de plaques. Il faut préciser que jusqu'à présent, les acteurs du BTP qui avaient des déchets de plâtre devaient les envoyer dans d'autres régions pour qu'elles soient revalorisées, hein. Tout à fait. Avant la mise en œuvre de cette installation, les déchets donc, qui étaient collectés à la fois au niveau des déchetteries publiques, mais également au niveau des déchetteries professionnelles, étaient acheminés en dehors de la région. Donc grâce à Valogyps, on va pouvoir travailler en circuit court pour optimiser le transport, et on va également permettre de préserver les ressources en prolongeant la durée de vie des carrières et également réduire les volumes enfouis. Alors, Marc Tassi, pour revenir sur Elirev et sur les gaines électriques, donc vous, votre modèle, c'est que vous les récupérez auprès de chantiers, d'acteurs économiques qui utilisent ces gaines. Mais ensuite, le produit que vous fabriquez à partir de ces vieilles gaines recyclées, vous allez le revendre sous forme de nouvelles gaines. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de proposer sur le marché des gaines recyclées? Alors, on ne va pas refaire des gaines, on va refaire de la matière première avec ces gaines. En fait, on a un système de collecte en PACA. On s'adresse à beaucoup de travaux publics, tous les corps métiers qui vont avoir à utiliser à la fois des gaines électriques, comme vous dites, et les tubes d'alimentation au gaz pour l'eau potable et les télécoms, l'électrique. Voilà, tout type de réseau, canalisation en fait. Et on va s'adresser également aux travaux publics, aux entreprises de travaux publics qui ont des grosses quantités de déchets sur leur chantier. Et on va donc collecter, grâce à la solution Valoreli by Illidan, ces produits qu'on va amener ici. Ou alors, on propose également, en deuxième solution, à chacun des acteurs du bâtiment et des travaux publics de nous rapporter sur site ces produits-là que l'on va s'engager, nous, à recycler et donc à travers de nouvelles matières premières régénérées. Qui se présentent sous quelle forme, cette nouvelle granulés, j'en ai pas pris avec moi. Sous forme de granulés. Et ces granulés-là, en fait, ont différentes qualités, puisque vous avez du polyéthylène, vous avez du polypropylène, donc ce sont les deux produits que nous traitons sur ce site. Ces produits-là donc vont être qualifiés par un laboratoire, et en fonction des qualités que nous allons pouvoir déjà pré-trier, puis ensuite extruder pour obtenir ces produits, on va avoir une gamme de 5 qualités différentes que nous remettons sur le marché. Alors, en priorité pour le groupe. Donc c'est Illidan, votre maison mère, qui en priorité va utiliser cette nouvelle matière première pour refabriquer des gaines, hein. Absolument, dont notamment un produit que nous venons de sortir qui s'appelle le Circular, qui est exclusivement fabriqué à partir de produits qui sortent de cette usine, mais également pour faire d'autres produits, les gaines TPC. Et alors, ces produits issus de l'économie circulaire sont en concurrence avec des produits neufs, entre guillemets. Est-ce que c'est pas le produit, pardon, excusez-moi, c'est pas le produit qui va, encore une fois, qui va être problématique dans le commerce de ce que nous allons pouvoir fabriquer. C'est les matières premières que nous mettons sur le marché qui, elles, sont très, très challengées, on va dire, premièrement par les matières vierges que vous pouvez trouver sur le marché, issues des États-Unis actuellement avec tout ce qui se passe. C'est assez compliqué. Donc les prix des matières vierges sont très, très bas. Et également des imports, un afflux massif de matières régénérées, supposées régénérées de la Chine, qui est très présente actuellement sur le marché également, font chuter les prix des matières, ou du coup la difficulté que l'on va avoir à se positionner sur des matières premières recyclées qui ont un prix de revient qui est nettement supérieur au prix de vente d'une matière régénérée malheureusement. Donc il y a beaucoup de choses qui se font actuellement sur les aides à l'utilisation de matières régénérées dans les produits. On n'est pas encore sur les produits du bâtiment, pour l'instant c'est beaucoup sur l'emballage qu'il y a de discussion, mais c'est vrai que la compétition est très importante sur ce type de produit. Nous avons pas forcément avantage, mais nous avons cette chance d'avoir le groupe qui a investi pour pouvoir intégrer justement plus de matières premières dans ces produits, donc qui est derrière nous.
mais c'est vrai que c'est très La difficile concurrence sur le est marché. rude. Absolument. Jamel Atamnia, pour EcoChenille, quel est votre modèle économique pour être rentable aujourd'hui? Mon modèle économique, on est complètement sur un modèle économique circulaire. Hein. On va démarrer, on travaille beaucoup avec les gens du BTP, les constructeurs qui fabriquent les chenilles, les vendeurs de chenilles. Voilà. On est avec mes collaborateurs, on travaille actuellement sur un maillage au niveau national parce que la demande est très forte. Elle est très forte. Et dans un premier temps, on va commencer comme ça, quoi. Les chenilles, donc vous les désossez entièrement et vous Tout à en fait. faites quoi Alors, je vais de vous ce qui expliquer. compose les La chenilles? chenille, Parce que votre modèle, il repose voilà. là-dessus aussi. La chenille, c'est un produit qui va rentrer et deux produits qui sortent. La chenille, c'est simplement de la ferraille et du caoutchouc. Le caoutchouc va partir chez les cimentiers comment ça s'appelle, en énergie, et la ferraille va partir en fonderie directement. Donc voilà. Ce qui est quand même étonnant, c'est que pendant des années, personne n'y a pensé. Donc voilà, et maintenant, je suis content et fier avec mon équipe surtout. On a travaillé sur ce projet-là. On a passé pratiquement 3 ans en R&D. On a travaillé 3 ans sur ce projet-là et qui maintenant, il est abouti. Et je suis fier aussi d'être sur le plateau de Sines. On a été très bien accueillis aussi. Donc voilà. Et concrètement, ces chenilles, une fois qu'elles ont été recyclées, est-ce que vous savez dans quel produit on va les retrouver au bout de la chaîne? Ah non, vous allez retrouver en fonderie. Ça va refaire de la ferraille, ça c'est Ouais. sûr, ça va refaire. Et Des sidérurgistes, des aciéristes, par c'est ça, exemple. tout à fait. Oui, oui, à force, exemple. Là, on a les Espagnols qui sont venus nous contacter aussi, qui ont voulu prendre rendez-vous pour nous racheter aussi cette matière première aussi. On a les Espagnols aussi qui veulent aussi la partie caoutchouc. Donc on est vraiment, mais on va rester quand même chauvé, on va rester quand même en France. Vous êtes vraiment sur un secteur de niche aujourd'hui. Ah, non, c'est vraiment le seul. Ouais, on est fiers. Ouais, franchement, je peux le dire, je suis fier d'être sur ce projet-là avec mon équipe. Voilà, je suis fier. Merci. Cédric Bataille, est-ce que vous pouvez développer sur votre activité et nous dire aujourd'hui en termes de rentabilité, quels sont vos objectifs dans les années à venir? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que notre modèle économique, il repose sur 3 choses. La première chose, sur la sécurisation du gisement amont, donc des déchets de plâtre en mélange. Le deuxième paramètre, c'est la qualité du flux qu'on va sortir à l'aval de notre chaîne de tri. Et le troisième élément, c'est la sécurisation des ressources minérales qu'on va produire. Donc, sur le premier point, notre business model repose donc sur la massification des déchets de plâtre qui vont pouvoir être collectés dans des déchetteries publiques, dans des déchetteries privées. Donc, c'est les particuliers, les entreprises, les artisans qui vont apporter ces déchets. Vous aussi, vous refabriquez ensuite par le biais d'une usine de nouvelles plaques de plâtre. Vous vendez le gypse revalorisé est vendu à une usine qui refabrique de nouvelles plaques de plâtre. Alors, effectivement, notre business model repose sur la réception de déchets de plâtre en mélange qu'on va surtrier pour pouvoir extraire une matière recyclée de qualité. Donc, c'est le gypse. Et cette matière-là, elle va être revendue à des spécialistes de la production de plaques de plâtre. Voilà, donc en circuit court, localement. Donc voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est de recevoir un gisement entrant de qualité qui soit exempt d'indésirables, notamment de déchets inertes, notamment de bois, de plastique, etc. Et à travers notre chaîne de tri, on va séparer au niveau de la plaque de plâtre la partie fibreuse qui va pouvoir être valorisée en compostage de la partie minérale qui, elle, servira à produire des nouvelles plaques de plâtre. Est-ce que vous diriez tous les trois que finalement l'économie circulaire, pour s'imposer et être rentable, elle est quand même très dépendante à la fois de politiques qui encouragent le tri, le bon tri, et de politiques qui encouragent aussi le recours à des matériaux recyclés, puisque vous le disiez, vous êtes en concurrence avec d'autres... L'intégration de matières recyclées, ce qu'on appelle l'IMR, et qui est effectivement la base pour qu'on puisse continuer à faire ce type d'activité. Il faut également un choix politique, c'est sûr, et aussi un choix industriel, parce que sans la volonté de nos directoires, on aurait du mal aussi à investir dans ce type d'activité, parce que la rentabilité est difficilement atteignable si actuellement. Elidan n'avait pas souhaité investir sur cette unité,
prendre ce risque-là, finalement. Financièrement parlant, je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans les périodes actuelles, hein, où Ça serait très vraiment compliqué. très compliqué. Quand on a monté le projet, nous, il y a 4 ans, donc l'avant Covid, on va dire, la situation était complètement différente. Voilà, pour information, ces 3 dernières années, en France, on a quand même perdu déjà 70 000 tonnes de capacité de recyclage de sociétés qui ont fermé. Hein, c'est la 5e, je crois, que j'ai entendu encore hier sur le territoire. Également en Europe, hein, sur les pays du Nord, en Angleterre, en Allemagne. Donc c'est vrai que l'activité, on souffre énormément. On espère pouvoir faire un petit peu convaincre nos politiques aussi de faire un peu de protectionnisme là-dessus. Ouais. C'est compliqué aussi pour la filière plâtre et la filière BTP d'imposer ces matériaux recyclés. Alors aujourd'hui, le recyclage des déchets de plâtre est en plein boom. Donc on constate qu'il y a une structuration de la filière sur la France avec des gisements qui sont de plus en plus importants, collectés et recyclés. Donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a des obligations réglementaires pour réincorporer davantage de matières recyclées dans les plaques de plâtre. Donc l'objectif sur la France, c'est de passer de 15% à 30% de matières recyclées. Et aujourd'hui, on constate que les spécialistes de la production de plaques de plâtre sont très en demande de cette matière recyclée, notamment notre partenaire Etex Ignat, avec lequel on travaille sur Carpentras. Donc, c'est une usine de fabrique donc c'est une usine plâtre, effectivement de fabrication de plaques de plâtre. Et c'est la première usine à avoir fabriqué des plaques de plâtre 100% recyclées. Donc on est très fiers de pouvoir les alimenter avec une matière minérale de haute qualité pour produire des nouvelles plaques de plâtre. Jamais de votre côté, en termes de débouchés sur votre secteur, est-ce qu'il y a un marché vraiment important à les conquérir? Honnêtement, je vais être honnête avec vous, le marché il vient directement à moi maintenant, actuellement. J'ai été vraiment surpris, je vous le dis honnêtement, on a vraiment été surpris avec les cochonniers quand on a démarré. Je voudrais faire une parenthèse aussi, je veux dire, si le projet vient voir le jour, il faut aussi remercier l'ADEME. Parce que l'ADEME, quand on a présenté notre projet, il a toujours cru. Et la BPI nous a financé aussi les études aussi, à 50%. Ça fait partie des soutiens Absolument. qui font que ce type de projet peuvent aboutir. Ouais. L'ADEME a répondu favorablement directement d'entrée de suite parce que l'attente, elle y était déjà. Donc voilà, par rapport aux fabricants et aux constructeurs. Donc voilà. Vous venez répondre à une attente. Ouais, je veux dire, moi je ne fais que répondre à une demande. Mais franchement, actuellement, je suis même surpris du succès des cochonniers et on n'a pas ouvert. Donc je vous inviterai pour l'inauguration et vous allez voir, c'est pas mal. Et le stock qu'on a, et on a des contacts qui sont impressionnants. On est vraiment avec mes collaborateurs actuellement. Je ne vais pas dire qu'on est dépassé, mais on répond vraiment à cette demande au niveau national. Et on travaille sur le maillage au niveau national, parce que tout le monde en a des contacts et qui veulent qu'on récupère les chenilles de chez eux. Donc voilà, actuellement, les chenilles qui arrivent de Quimper, il n'y a pas de solution, donc c'est fou. Donc voilà, et on travaille sur l'île de France aussi pour récupérer. Donc votre modèle économique par rapport aux deux autres projets, il repose peut-être davantage sur l'amont, la collecte qui rend service à des acteurs, davantage que sur l'aval. Ouais, vous avez tout compris. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On répond vraiment à une demande. C'est une attente qui était... Les stocks en France sont énormes. On ne le savait même pas. C'est l'étude qui nous a ramené qu'on a des stocks gigantesques. C'est vrai parce que les contacts qu'on a, certains constructeurs ou fabricants nous disent, nous, nos clients, il a 100 tonnes, 200 tonnes, 300 tonnes. Et additionner tout ça, ça fait énorme. Et vous avez déjà des projets peut-être d'agrandissement, de développement du coup? Oui. La deuxième usine sera directement dans le nord, dès 2027. D'accord. 2026, on fait le maillage français au niveau national. Et 2027, on monte la deuxième usine directement. Tellement la demande est forte. Merci à tous les trois. Merci à vous. Et tout de suite, l'entreprise du mois. On reçoit maintenant l'entreprise du mois, le groupe de sport lillois Synergie Fit, avec les cofondateurs, donc Romain Pezzoni et Christophe Géraldès. Bonjour. 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 Alors, on ne vous arrête plus. Vous allez encore ouvrir des salles de sport d'ici la fin de l'année et en début d'année prochaine? Absolument.
Oui, tout à fait. Donc là, en fait, sur la fin de l'année, on a une succursale qui ouvre sur la zone de Sifo. Et ensuite, on a un franchisé qui nous rejoint pour mailler un petit peu le secteur ouest sur Sanary. Donc là, on est un petit peu sur les chapeaux de roue sur ces deux projets. Et puis en plus, derrière, ensuite, on va enchaîner l'aventure en début d'année prochaine sur 2 ouvertures aussi sur le secteur des Bouches-du-Rhône. Donc après, on va continuer l'aventure avec deux binômes qui nous rejoignent aussi dans le réseau. Ok, super. Voilà, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait été plutôt présent sur le côté est Vargois. Alors, c'était pas forcément voulu, mais c'est vrai que les opportunités ont été plus souvent sur le côté est, avec hier, Lagarde, Cuers, Pillan. Et là, on a eu des belles opportunités sur le côté ouest avec Christophe, et c'était l'occasion de le saisir et justement d'aller voir un petit peu ce qui se passait côté ouest et de mailler le territoire intelligemment de ce côté-là aussi, quoi. Alors, aujourd'hui, vous en êtes à combien de salles ouvertes et comment vous vous imposez sur un marché qui est quand même très concurrentiel, où on a des très gros, on a des plus petits. Comment vous faites? C'est quoi votre signe distinctif? Alors, le nombre de salles aujourd'hui, Donc, en fin d'année, donc, on sera 6 succursales et 6 franchisés. Donc en plus, on a réussi à garder un équilibre qui est plutôt cohérent en termes de dynamique dans le réseau pour avoir notre crédibilité de franchiseur. Parce qu'on a aujourd'hui quand même une expertise assez forte qui se construit en gérant ces 6 salles de sport au quotidien, plus celles de nos franchisés où on les accompagne au quotidien. Et après, on va dire que notre principale différence se situe sur le fait d'avoir, pour objectif principal, je dirais, d'apporter du fitness premium à un tarif accessible de façon générale, avec beaucoup d'humains et beaucoup de vie. Et puis on essaye de prendre un petit peu à contre-pied, c'est un petit peu ces géants du fitness, avec une offre un peu middle market, un petit peu comme dans la grande distribution, où on arrive grâce à ça à avoir plus d'humains, plus de qualité et plus de proximité avec nos clients. Donc c'est aujourd'hui la principale force, en résumé, elle se situe sur ces points-là. vous l'avez constaté, aujourd'hui, l'ère est plutôt à la déshumanisation un peu des salles de sport. Beaucoup de choses sont robotisées, on part sur l'IA maintenant avec les coachings virtuels. On remplace les cours par des coachs, par des cours vidéo. Donc c'est vrai que le but c'était de remettre un peu l'humain au centre du projet, justement avec un peu de vie dans les clubs. On accepte le fait et on est content de voir qu'on est aussi un petit peu les nouveaux social clubs, dans le sens où c'est les nouveaux lieux où on se rencontre finalement maintenant. On va dire que les jeunes se rencontrent aussi en salle de sport, donc on est content de ça, les jeunes et les moins jeunes bien sûr. Donc l'idée c'est de voir aussi qu'on peut se rencontrer dans une salle de sport et pas forcément y voir que le culte du corps, mais aussi la santé, aussi la remise en forme et aussi bien entendu l'humain. Donc c'est ça qui était important pour nous aussi à travers ce côté social club qui nous différencie justement des grosses locomotives comme on en parlait auparavant, qui eux au contraire essaient d'automatiser, essaient de réduire les coûts salariales et essaient d'avoir des structures autonomes. Voilà, l'idée c'était d'aller à l'inverse de ça. Et vous avez aussi un système de franchise assez atypique, puisque vous ne proposez pas simplement une ouverture de salle à des franchisés, mais un territoire à exploiter. Oui, tout à fait. En fait, bon, ça fait partie des changements récents. En fait, on a voulu avoir encore un petit peu notre identité sur ce principe-là et proposer, on va dire, plus une aventure sur du long terme à nos franchisés qu'une expérience en mono-franchisé pour un investisseur ou qui pourrait se transformer en une activité passive, par exemple. Donc, en fait, le principe, c'est de leur réserver une zone de projection, donc une zone avec minimum 3 secteurs d'implantation de clubs potentiels. Donc, on définit ensemble, dont on convient avec un planning. Donc, eux, ça leur permet d'avoir une certaine sécurité sur ces secteurs-là, donc de ne pas avoir de confrères à proximité et de pouvoir se projeter dans le temps avec un principe d'ouverture de 2, 3, 4 ou 5 clubs en fonction des candidats et qui du coup leur permet de donner accès à cet effet virtueux de l'effet multi-club en local. Bien sûr. Donc ça génère énormément d'avantages autant pour ces personnes qui nous accompagneront dans cette aventure et nous aussi parce qu'au final ça permettra d'avoir dans le réseau des gens on va dire plus impliqués, plus concernés qui pourront avoir accès aussi à des belles rentabilités. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça permettra aussi d'apporter une vraie dynamique dans le réseau dans les années à venir. Donc, vous allez travailler avec des entrepreneurs finalement, comme vous, pour développer la Voilà, marque. exactement. Et je crois que c'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, dans les mois à venir. Oui, absolument. Oui, on a rencontré 2 jeunes dynamiques donc, qui sont venus nous rencontrer, qui nous ont sollicité pour ça. C'est à savoir aussi qu'avec Christophe, nous, on a toujours eu la volonté de favoriser la qualité plutôt que la quantité.
Donc c'est vrai qu'on s'est toujours axé sur cette sélection, justement, qui va être une sélection naturelle avec un multisite dès le départ où on sélectionne en effet des profils qui vont aller sur 3, 4 secteurs en même temps. Et ce qui donne du coup potentiellement des franchisés qui sont très motivés et du coup une sélection naturelle. Mais là, on a aussi des collaborateurs qui se lancent dans l'aventure. Donc ça, c'est magnifique parce que l'aventure est belle. Des gens qui ont commencé chez nous au départ, même sur des petits contrats, qui ont évolué vers des postes à responsabilité et qui ensuite prennent leur envol avec leur propre club. Donc ça, c'est vrai que c'est des belles aventures. Et donc, même au sein de nos équipes, on a aussi des futurs peut-être franchisés. Donc c'est ça qui rend l'aventure encore plus belle. Et encore une fois, qui rend le franchisé qualitatif puisqu'il est formé, il connaît les process par cœur. Et donc forcément, la réussite est plus simple derrière. Vous projetez comment dans les 10 prochaines années? Vous voyez comment la croissance de votre groupe? Alors, pour l'instant, sincèrement, une projection à 10 ans, c'est quasiment impossible pour nous. Enfin, en tout cas, parce que pour le coup, même sur 12-24 mois, on manque aussi de visibilité, que ce soit n'importe quelle opportunité de franchise ou de succursale peut changer un programme, donc c'est compliqué. On se concentre beaucoup plus, on met plus d'énergie sur le court terme que sur le long terme. Mais après, l'idée, c'est de continuer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui à l'échelle locale. Donc là, on est vraiment, on va dire, plutôt centralisé sur le secteur TPM. Donc on va essayer d'étoffer un petit peu ce réseau autour, en fait, de faire une espèce d'escargot autour de cette zone. Et puis, ce qui sera, on va dire, aussi un secteur de facilité, parce que avec cet effet, encore une fois, de cercle virtueux, ça favorise l'ouverture de nouveaux clubs. Parce qu'aujourd'hui, quand on vend des abonnements, en dehors de notre spécificité, on vend aussi 11 clubs, ce qui est quand même assez conséquent en termes d'arguments de façon générale. Ça rassure. Aujourd'hui, les gens sont mobiles. Donc, ils ont besoin aussi, des fois, de se dire je peux m'arrêter entre midi et 2 à La Ciotat. Si un jour je suis sur Cuers chez un ami, je peux l'emmener avec moi à la salle de sport, lui faire découvrir. Et puis en même temps, il y aura aussi cette aventure qui leur sera proposée. Donc pour l'instant, on concentre vraiment toute l'énergie sur le court terme. Il y a déjà pas mal de boulot. Et puis après, dans les 10 prochaines années, on verra ce qui adviendra. Hein. On a toujours fonctionné à l'opportunité et surtout, on a toujours voulu se structurer avant d'avancer. Donc vraiment, à chaque fois, notre concept, c'est de se dire aujourd'hui, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On essaie vraiment de structurer, de fidéliser ce qu'on a déjà réussi à créer et de pérenniser ce qu'on a créé, tout en étant ouvert aux opportunités. Mais on n'a jamais voulu que ce soit un feu de paille en essayant de grandir trop vite. Donc l'idée, c'est vraiment de mailler le territoire intelligemment, comme l'a dit Christophe, de rester proche de nos bases pour que ce soit encore plus simple à développer, de ne pas aller trop dans des destinations diverses et variées plus lointaines, pour justement se faciliter le développement et gagner en notoriété petit à petit autour du territoire. Monsieur, merci beaucoup. Et tout de de rien. suite, le poste. Et le poste est assuré par Sabine Montagu, qui est en charge de l'antenne toulonnaise de l'APEC Provence-Alpes-Côte d'Azur, et vient nous parler de l'exposition que l'APEC met en place à Toulon ce lundi. Bonjour Sabine, pourquoi cette exposition qui projette donc le monde du travail en 2030? Alors, bonjour déjà. Effectivement, l'exposition immersive sur les futurs du travail à horizon 2030 est née d'une initiative du conseil d'administration paritaire de l'APEC qui, post-Covid, nous a demandé de faire une étude sur les évolutions et sur les futurs du travail à horizon 2030. De là et de cette présentation, en fait, est née l'idée de partager, diffuser l'information et donc de faire une exposition. Donc il y a une exposition qui est exposée, une version de l'exposition qui est exposée au siège à Paris. Et nous avons fait une exposition qui peut tourner en France et donc nous l'accueillons à Toulon pour la région. Et concrètement, qu'est-ce qu'on trouvera dans cette exposition? Alors dans cette exposition, il faut savoir que cette expo est un rassemblement d'informations puisqu'elle compile plus de 600 références et sources documentaires sur les évolutions du marché du travail, que ce soit des données qui viennent évidemment des études APEC, mais aussi d'organismes publics comme l'INSEE, la DARES, d'organismes privés, d'études nationales, mais aussi internationales. Et donc, on a un rassemblement d'informations, plus une mise en scène, des scénarisations de situations professionnelles crédibles qui pourraient arriver dans les années qui approchent, dans 5 à 8 ans. Voilà. Vous avez quelques exemples justement de ce à quoi ressemblera le monde du travail en 2030? Oui, justement, la compilation de ces informations nous a permis de
sortir quelques tendances en fait sur le monde du travail, et on l'a articulé autour de 4 chocs. Le choc démographique, écologique, numérique et la relation au travail transformée. Est-ce que vous pouvez développer ces 4 points? Oui, bien sûr. Alors sur le choc démographique, premier constat, la France vieillit. On voit une évolution de la population et du grand âge, donc aussi un allongement des carrières, des seniors ou des travailleurs expérimentés qui doivent travailler plus longtemps, sortir plus tard, et donc quid de l'intégration des seniors dans les entreprises et dans nos organisations. On a le constat de la baisse de la natalité. Cette baisse de la natalité va impacter directement l'enseignement supérieur d'ici 5 ans. On sait qu'on aura moins de jeunes qui rentreront dans l'enseignement supérieur, mais ce qui veut dire aussi moins de jeunes qui arriveront sur le marché de l'emploi. Donc ça pose quand même des questions d'une population active, donc d'une population qui peut travailler, qui va se réduire dans les prochaines années avec un phénomène d'allongement et plutôt de moyenne d'âge qui va s'élever dans nos entreprises. Et donc, cela pose la question de l'emploi, du taux d'emploi des seniors en France qui s'est élevé ces dernières années, mais sur lequel on a encore à progresser en France. Sur le choc écologique, ça va se traduire par quoi? Sur le choc écologique, l'important, on en entend beaucoup parler. Je crois qu'on parle beaucoup des changements climatiques. On voit on va zoomer peut-être sur notre région et sur les périodes de canicule, la chaleur, qui impactent directement l'organisation du travail et les lieux de travail aussi. Cela pose pas mal de questions aux chefs d'entreprise et aux DRH sur comment prévenir la sécurité et la santé des travailleurs, comment être acteur pour ne pas subir ces chocs climatiques. Si on prend l'exemple de notre région cette année, enfin, je veux dire, c'est la première fois qu'on a assisté à un décalage de la rentrée scolaire lié à un événement climatique. Ça impacte directement les organisations et les entreprises, puisque les parents qui ne peuvent pas aller travailler ces jours-là. Et aujourd'hui, on sait qu'on va avoir des phénomènes de plus en plus réguliers de cette nature, et ce qui impacte directement les organisations et le travail. Merci Sabine Montagu, merci à toute l'équipe de Territoire Ecovar, merci Loris Biondi, merci Sophie Doncé et Guilhem Ricavi. On se retrouve prochainement, Gauthier. Oui. Cette émission de Territoire Ecovar est maintenant terminée. Retrouvez-nous sur les sites internet de Nice Matin et Var Matin, ainsi que sur les réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous le 8 décembre pour la remise des trophées des locaux au campus RCT et le 18 décembre pour la nuit de l'orientation organisée par la CCI du Var.